Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne Enquête du sens de l'actualité. Une récente enquête de l'IFOP montre que la jeunesse musulmane en France est de plus en plus encline à adopter une pratique rigoriste de la religion. Mais on note aussi le début peut-être d'un mouvement inverse des musulmans qui cherchent à sortir de la contrainte religieuse. Ils s'appellent eux-mêmes des apostats et ce seraient plusieurs dizaines de milliers de personnes qui seraient concernées en France. Ils ont leur site internet, tentent prudemment donc de sortir de l'ombre. Bonjour Sonia Zadig, Bonjour, bonjour Antoine. psychanalyste, linguiste. Alors vous publiez un livre enquête sur le phénomène de l'apostasie dans l'islam. C'est un ouvrage qui est constitué en partie de témoignages, donc d'hommes et de femmes qui ont franchi le pas, qui tentent de franchir le pas, qui racontent de l'intérieur leurs difficultés, souvent leur désarroi, aussi quand même leur attente et parfois même leurs espoirs. Alors le titre du livre, Les enfants perdus de la République, son sous-titre, Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie. C'est un livre publié chez Fayard avec une préface de Daniel Siboni. Un mot d'abord peut-être sur la manière dont vous avez constitué ce panel pour recueillir ainsi ces témoignages dans ce livre, Sonia Mhm. Zadig. Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ce livre, pour beaucoup, beaucoup de raisons. La première, c'était que lorsque j'ai entendu parler, vraiment par hasard, du cercle des apostats, je ne pensais pas, moi qui viens de ce monde-là, que c'était possible d'abord de se constituer, si j'ose dire, apostat de l'islam. Et je m'étais intéressée à ce sujet comme on s'intéresserait par curiosité à quelque chose et j'ai commencé à un peu à fouiller. Donc je découvre donc tout cela, je l'explique dans le texte, je ne vais pas revenir, sur tous les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que je découvre ce cercle des apostats, mais je pensais qu'on pouvait y rentrer comme ça. Mais en fait, il s'agissait plus d'une infiltration, que de rentrer parce que ce sont des personnes qui sont d'abord dans une clandestinité, hein, qui sont tous anonymes. Non seulement ils sont anonymes, mais je les ai en plus anonymisés. Voilà, je ne pouvais pas enregistrer, il fallait que j'écrive tout à la main. Donc il se méfiait évidemment de toute Ils se personne méfiaient qui de tout. pourrait... Ils se méfiaient absolument de tout, que je pouvais peut-être les infiltrer, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que j'étais en train de faire une taquia. Voilà, ils ont eu. Mais Peut-être bon, j'ai réussi à la fin d'avoir vous avez eu leur confiance progressivement. oui, voilà, plus de 240 240 témoignages. témoignages. Alors, à chaque fois, vous dites que ce sont des histoires singulières et Mhm. il y a autant d'apostasie que d'apostats. Peut-être quand même pouvez-vous nous dire quels sont les traits communs, les points communs de ces récits que vous avez donc recueillis, Sonia Zadig. Mhm. Le fil rouge quand même de la sortie de l'islam, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de la pensée qui se remet en route, d'un comprenoir, si j'ose dire, qui se remet en tension. Puisque, c'est ce que j'explique dans le livre, la première chose qu'on apprend lorsqu'on vit dans une famille, musulmane, en tout cas lorsque vous avez épousé la religion culture qu'est l'islam, c'est de pas douter. De pas douter de la parole de Dieu, de ne pas douter, de ce que les oulémas disent, de ne pas douter, ne jamais douter, surtout pas ne poser de questions. Et leur trajectoire chacun singulière, aussi singulière soit-elle, les amène tous à un point où pour moult raisons, pour différentes raisons, ils commencent à douter. Et en fait, et c'est ce que dit Daniel très très bien dans la préface, Oui. ils vont Daniel consulter le Siboni, texte. excusez-moi, je Daniel le précise, Siboni, Daniel Siboni Daniel Siboni qui qui, note effectivement parmi les motifs de rupture le fait d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir penser, ni objecter, ni réfléchir. c'est ça. Quand tu penses, tu quittes l'islam. C'est ce que dit l'un de vos C'est apostats. exactement ça. Donc, Oui. je pense que si je devais trouver une raison qui serait propre à tous, c'est l'autorisation, s'autoriser à penser et par-delà, à aller vraiment lire le texte. Parce qu'ils le lisaient, ils le connaissaient même par cœur, mais ils n'ont pas compris les tenants et l'aboutissant de ce Oui. qu'il y a dedans, notamment la haine de l'autre, hein, la haine de l'altérité, l'opposition entre nous, la Oumma, et les autres. Oui. C'est quoi Et les éléments déclenchants, surtout, par rapport à cette sortie, cette décision, ce déclic, on va dire, dont vous parlez, quand on regarde les textes, c'est la violence des il y a, il y textes. a, il y a, il y a, il y a des motifs que j'ai énumérés. Premier, c'est plutôt l'âge de la femme du prophète, la femme préférée du prophète, qui avait 9 ans, donc Aïcha.
Ça, c'est quelque 9 chose ans, donc c'est ça. 9 ans, ouais, Oui. 6 ans. Il l'a épousée à 6 ans et il a consommé les noces à 9 ans. 1 chose. Après, c'est ce qu'on appelle les dissonances cognitives. Ils disent que franchement, c'est quand même un Dieu omniscient qui parle. C'est un texte historique qui n'a jamais été changé, c'est la parole directe de Dieu et pourtant la terre est plate. Et Mmh. pourtant ceci et cela. Vous voyez les scientifiques qu'ils sont quand même pour certains, ou en tout cas, ils ont été sur les bancs de la République, ils ont été confrontés à des théories scientifiques et ils se disent et là le doute commence. Le doute commence un peu. La différence entre de traitement entre les hommes et les femmes, ils le voient bien, ils ont des sœurs, des mères, ils voient bien que même, en France, les femmes ne sont pas traitées de la même manière, leurs sœurs ou leurs femmes ne sont pas traitées, de la même manière. L'histoire de l'esclavage aussi. Voilà, ce sont ça les grandes raisons qu'ils invoquent à peu près tous, Mmh. pour, la sortir. Alors, il y a de très nombreux apostats qui décrivent un environnement marqué par la violence familiale, Oui. par la haine du monde, dont vous l'avez dit, hein, non Mmh. musulmans, en Mmh. particulier haine des juifs. Mmh mh. Mmh. Cette violence est présente pratiquement partout, hein, dans tous les témoignages que vous nous rapportez. Mmh. C'est à la fois ce qui empêche d'en sortir, parce qu'il y a cette contrainte, cette Mmh. violence qui est Mmh. faite et qui terrorise donc, et en même temps, c'est ce qui pousse aussi sans doute à s'émanciper. Et qu'est-ce qui fait que le facteur d'émancipation l'emporte à un moment donné, qu'on surmonte Après, je ne la sais pas terreur? si c'est une émancipation, c'est la question à la f qui se pose à la fin du livre. Est-ce que le fait de sortir d'un dogme ou en tout cas de s'affranchir d'une hétéronomie pour être autonome, est-ce qu'ils y sont? Parce que pour l'instant, ils sont dans une espèce de matrice, hein, qui les accueille, Mmh. une espèce de pépinière qui s'appelle le cercle des apostats. Ça reste une société virtuelle, ça reste des gens qui sont dans la clandestinité, qui pratiquent l'attaquer à l'envers, Mmh. dans le sens où ils font croire encore, pour les femmes, elles sont encore voilées, celles que j'ai interrogées, d'autres, des hommes qui font semblant de faire le ramadan et d'autres choses. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'émancipation claire. Pour Mmh. l'instant, ils sont dans cet espace de transition, ils n'ont pas franchi la frontière encore. Mmh. La frontière de la foi, ils l'ont faite, il n'est pas encore, Oui, pas encore vraiment l'émancipation, oui, la hein. francheur sociale. Ouais. Mmh. Vous écrivez que la judéophilie, voire le Mmh. soutien à Israël, est Mmh. aussi un marqueur de la sortie de l'islam. Comment ça se manifeste et comment vous l'expliquez? Mmh. Pour la plupart, dans le questionnaire que je mets à la fin du livre, donc l'identité, niveau de d'études et cetera, je pose aussi la question: «Que pensez-vous de l'homosexualité?» d'abord et des Juifs, hein, et d'Israël et finalement à 80 90 on va dire, les gens disent: «Non, non, non, j'ai aussi changé de». Je donne des exemples où la personne était, vraiment dans, la cause palestinienne, les pauvres, martyrs d'Israël et cetera et en fait, ils font un pas de côté et ils commencent à réfléchir et ils se disent: «Après tout, on nous a appris à tout détester, à détester tout ce qui est autre et le juif par excellence est la figure de l'autre». Mmh. L'autre haïssable, bien Ouais, sûr, c'est ça. pour des raisons compliquées La figure du juif ouais. qui concentre dans l'islam la figure du mal absolu, ce que vous Du mal décrivez. absolu parce que, ce sont eux qui ont résisté, aux prophètes, qui n'ont jamais voulu se convertir, et c'est ce qu'on appelle c'est ce que Daniel Siboni appelle, le syndrome du 2e premier, vous voyez? C'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que l'un ne peut pas exister si l'autre existe. Et qui occupe une terre d'islam par ailleurs Mmh. aujourd'hui. Absolument, ouais. Alors, en plus des versets du Coran, il y a tout un environnement qui favorise la haine des Juifs et d'Israël. Est-ce que c'est le cas? Bon, on voit dans ces familles donc, dont parlent les Mmh. apostats que Mmh. vous Mmh. écrivez, mais est-ce que c'est vrai, c'est le cas dans la plupart des familles musulmanes? On parle souvent quand même d'un islam modéré où ces dimensions Mmh. n'apparaîtraient pas. Est-ce que vous pensez que ça fait partie du Après bagage? après moi j'ai zoomé vraiment sur quelque chose de temporel. C'est vraiment une photographie instantanée d'un groupe de militance, hein. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui étaient extrêmement religieux avant, hein. Ce sont pas c'est pas le tout venant musulman couscous, qui mange du porc et boit de l'alcool, en se disant musulman. C'est pas ça du tout. Ce sont des personnes qui étaient extrêmement religieuses et qui ont douté de quelque chose qui était fondamental et qui était déterminant dans leur Hmm. culture, si vous voulez.
Donc, c'est pas la même chose, vous voyez? Oui. Bien sûr que l'islam, eux, ce qu'ils me disent et ce que je relais et que je comprends, c'est qu'on ne peut pas, enfin, les musulmans modérés sont des musulmans ignorants, disent-ils. Parce qu'à partir du moment où on se penche vraiment sur le texte, on voit qu'il y a des appels au djihad, on voit qu'il y a des, enfin, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas une invention, islamophobe, ou raciste contre les Arabes. Mais aujourd'hui, on le sait, que ce soit en France ou que ce soit, oui, en France surtout, on ne peut plus rien dire là-dessus parce que dès qu'on vous ferme la bouche en vous disant vous êtes raciste, vous êtes islamophobe, etc. Et moi, ce que je demande à travers ce bouquin, c'est de dire, bah, écoutez, voici les gens qui viennent de cette matrice et qui disent exactement ce qu'ils ont vécu. Enfin, peu importe ce qu'ils ont vécu dans leur famille, mais ce qu'ils ont vécu post apostasie, c'est-à-dire à partir du moment où ils sortent, les menaces de mort, l'ostracisation, et quelquefois exfiltration, pardon, des familles, et cetera. Donc qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Est-ce qu'eux aussi ils sont islamophobes? Voilà, discutons. Bon. C'est ça. Et vous-même, vous vous faites aussi Alors traiter moi je souvent suis, de... pour me discréditer tout de suite, on dit que je suis juive et que je suis une infiltrée, Voilà, vous et que confirmez je là que ce n'est pas vrai, c'est ça que vous, vos microbes voilà, mosaïques. voilà. Et les hommes, les Heu, femmes n'ont pas les mêmes motivations pour quitter l'islam. Vous nous apprenez ça également. Vous avez regroupé donc pour cela les témoignages féminins dans une première mmh, partie avec comme sous-titre un acte de liberté. Et à lire les témoignages que vous avez recueillis, les femmes cherchent d'abord à retrouver la liberté pour leur corps, hein. C'est vraiment des choses mmh, qu'on mmh, n'imagine pas toujours quand on est à l'extérieur, bien pour leur sûr. corps, pour leur sexualité, qui est aussi un thème très présent, presque obsédant. Comment expliquer cette obsession, répulsion pour la Mmh, sexualité? Est-ce que c'est religieux, mmh, culturel? mmh. Et qu'est-ce qui La se passe la pour les filles, entre les mères et les filles surtout? Oui, alors je fais la différence entre l'apostasie, au féminin et l'apostasie au masculin, non pas pour dire que les souffrances sont hiérarchisables, pas du tout. C'est de dire que ça ne n'opère pas de la même manière, en tout cas le conditionnement, puisqu'ils parlent eux de conditionnement, sur les hommes que sur les femmes. Les identifications féminines se passent surtout sur le corps, c'est-à-dire tu fais attention à ton corps, c'est tu es, le support de l'honneur familial, il y a plus un haro sur le corps des femmes que sur le corps des garçons, hein. Hmm. Ce n'est pas du tout la même Oui, chose avec l'histoire de la finalement, puisque virginité au milieu avec qui... l'histoire de la virginité et puis avec l'histoire de la transmission et la filiation qui se Hmm. passe, par la mère et c'est quand même la mère qui transmet ce bâton, à ses filles, à ses fils accessoirement, mais il y a d'autres identifications chez les fils qui sont les identifications, c'est pas la religion musulmane n'est pas une religion du père, c'est une religion des frères, si vous voulez, c'est les frères, quoi. Donc il y a des identifications ailleurs, à là où la femme, elle est plus en face à face, et c'est ce que j'apporte moi dans mon travail, en face à face avec une toute-puissance incastrable maternelle, il n'y a pas de tiers, puisque aujourd'hui on voit que la figure symbolique de la loi, donc du père, s'absente. S'absente non pas parce que c'est des familles musulmanes, c'est parce qu'elle s'absente en général. Ouais. Il y a comme ça une disparition, une éphémérisation comme ça du père, qui touche aussi les familles musulmanes ici en France, avec les séparations et autres, et qui laisse toute la place à une espèce de toute-puissance, Ouais, qui est un ravage mère-fille. Ouais. ouais, C'est dans ravage ce sens-là que meurtrier. je fais. Ouais. Ouais. Ce qui est assez curieux pour une religion dont on dit qu'elle est plutôt, les hommes ont plutôt la mainmise sur la famille. Ils ont la main mise sur l'extérieur, Ouais. si vous voulez, le patriarcat est réel, c'est pas le problème, mais il est passé, le témoin est passé par les femmes. Ouais. C'est incroyable. Mais la Oumma, c'est ça, la c'est la base, quoi. Ouais, c'est ça. La cellule numéro un, c'est la c'est la Voilà, mère. c'est ça. Oumma qui vient du mot mère Oui, d'ailleurs. oui. Quand même, on est frappé par la violence, hein. Comment comprendre le rôle qu'elle joue dans l'asservissement des filles jusqu'à remettre en cause leur vie, leur existence, enfin leur faire un tort fondamental à ces mères par rapport à leurs enfants, leurs filles, même Mmh. s'il y a toujours des tensions, ça va très loin, ça va presque jusqu'au sacrifice, enfin en tout cas, Oui, oui, oui. Je pense, moi je l'avais dit dans d'autres circonstances, autres lieux, je pense que il y a quelque chose comme ça de la haine du féminin qui est aussi la haine du juif et la haine du féminin se ressemblent. On avait travaillé ça avec Georges Bensoussan. Il y a la haine du féminin, c'est-à-dire qu'une femme, à partir du moment où elle vient au monde, elle est préparée tout entière à ne devenir rien d'autre qu'un réceptacle d'un enfant ou de devenir mère elle-même. Et dès qu'elle devient mère,
elle change de statut puisque on dit que le paradis est sous les pieds des mères, il y a une place bien particulière aux mamans, etc. Mmh. Et donc le féminin, la femme, elle est mise de côté. Il y a une haine totale du féminin, y compris par les femmes elles-mêmes. Vous Mmh. voyez, c'est très compliqué, on ne va pas rentrer dans des choses C'est intériorisé. psychanalytiques. Oui, oui. C'est complètement intériorisé, donc il y a quelque chose de l'ordre de comment vous dire, l'éradication en fait. C'est très grand, mais c'est très gros comme mot, mais c'est ce qui me vient du féminin chez les mères qui éradiquent ça chez leurs filles pour qu'elles puissent leur transmettre quelque chose de l'ordre du maternel et pas du féminin, quoi. Mmh. Et moi, j'ai toujours dit, et ça a toujours été ma thèse, et ça le sera jusqu'à la fin de mes jours, que si les femmes, la femme, le féminin se dévoilent et s'insurgent, tout l'édifice tombera. Mmh. Puisque la première altérité, c'est le féminin, c'est pas Mmh. la mère. Oui, c'est ce que Lévinas Ouais, a décrit oui. un article là-dessus. Cela dit, il y a aussi, bien sûr, ça n'a pas grand-chose à voir avec le livre, mais je fais ce crochet parce que Hum, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas aussi, comment, par exemple, les martyrs, les enfants qui vont, les garçons, donc, qui vont aller hum, combattre et dont les mères sont fières, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, hum. du fait Ouais. ils aient fait ce geste. Donc, il y a Hum. un rapport au rapport parent-enfant, on va dire qu'il y a quelque chose qui est un petit peu étranger à notre culture. Absolument, c'est étranger à la culture parce qu'on ne comprend pas que ces personnes-là, dans un endoctrinement ou vivent sous la férule d'un Allah tout-puissant qui demande la mort et non pas la vie. Il n'y a Mmh. pas de choix de la vie. Et si vous voulez, je le vois dans un des témoignages d'un des garçons, sa mère lui dit, si tu es un homme, va faire le djihad. Elle lui dit en France, hein, si tu es Mmh. un homme, va te faire exploser. Euh, et lorsqu'il lui annonce qu'il est apostat, elle le renie. Elle Mmh. le renie. Elle lui dit, tu n'es jamais venu de mon ventre et je te renie, quoi. Et donc, il y a quelque chose. Pourquoi une mère? Parce que c'est peut-être, et c'est là qu'il faut faire un pas de côté, c'est peut-être tout le bien qu'elle puisse lui espérer, Mmh. c'est de mourir martyr. Mmh. C'est l'ultime amour et non pas l'ultime haine. C'est là qu'il faut qu'on déplace notre point de vue occidental. Mmh. C'est ça qu'on a du mal parfois On a du mal, à je sais remettre qu'on le a du mal. curseur. Bien sûr, puisque Ouais. la vie, elle n'existe pas. Et la vie, on leur apprend dès leur jeune âge, et moi j'ai appris énormément avec ces apostats, parce que c'était des religieux qui m'apprennent que la vie ici-bas, c'est qu'une épreuve pour aller Mmh. dans le-delà. Donc, quoi d'autre, quoi de plus merveilleux que l'amour d'une mère qui enverrait son fils directement au Mmh. paradis d'Allah? Ouais. Bon, c'est assez C'est terrible compliqué. à C'est entendre. terrible. C'est terrible. Oui, oui, Alors, vous dites que les apostats ont l'impression de prendre un risque absolu. Bon, c'est vrai qu'ils prennent un risque en quittant Hum, l'islam, hum, hum, ils mettent leur vie en danger, mais vous ajoutez que sur le plan psychique, ils prennent hum, un risque d'un autre ordre tout aussi vital. hum. Vous pouvez nous parler de Oui, ce oui. risque psychique? Oui, oui. Alors dans le livre, il y a un double appel, si vous voulez. Le premier, c'est que c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas interrogé tous les apostats de France, mais ceux que j'ai interrogés, et au-delà de 140, hein, j'ai pas retenu tout le monde, c'est quand même un effondrement dépressif, psychique, voire psychotique, quelquefois des compensations anxieuses monstrueuses, parce que vous sortez d'une matrice qui vous portait, qui vous apprend à tout faire, à penser pour vous. C'est-à-dire qu'ils sortent d'un monde qui est déjà préinterprété, un monde déjà préétabli. Et ils se retrouvent dans une espèce de liberté qu'ils ne comprennent pas, dont ils ne savent quoi faire, et ils tombent dans un vide ontologique monstrueux et du coup, c'est de la dépression. Alors, il décrit vraiment des choses, compliquées, hein. C'est, des traversées identitaires extrêmement compliquées. Ils ont l'impression, et c'est là le deuxième appel que je fais, que la France, en tout cas la République, détourne le regard Oui. et qu'elle ne s'intéresse pas à cette minorité, parce que moi je les considère aujourd'hui en France comme une minorité non religieuse menacée. Mmh. Alors on s'intéresse à d'autres minorités, mais on ne s'intéresse pas à ceux-là. Et peut-être que c'est avec eux que la lumière passera. Peut-être. Je ne Mmh. suis pas certaine de ce que j'avance, parce que c'est pas parce qu'on a quitté l'islam qu'on a changé le logiciel, Oui, justement. totalement. Alors, bon, on va reparler de ce dont vous parlez, Mmh, ce que la mmh, République peut faire ou pourquoi ce sont des enfants perdus, mais mmh, mmh, quand même un petit mot du terme apostat, puisque finalement, ça me semble mmh, correspondre à ce que vous dites, la mmh. difficulté d'en sortir. Et Oui, quand on en sort, finalement, on se définit c'est par ça. un terme qui est issu du vocabulaire religieux, de Ah, l'univers j'ai religieux. j'ai interrogé les apostats et d'ailleurs ça m'a valu énormément de critiques de leur part.
en disant: «Mais comment se fait-il que vous me critiquez?» C'est pas que je les critique, hein, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas compris, c'est de leur dire: Attention, le cercle des apostats ou l'apostasie ne peut être qu'une halte. Si vous voulez rejoindre la rive de la liberté et de l'autonomie, vous ne pouvez pas vous définir en vous contre-identifiant à la Oumma. Ce sera une contre-Oumma à l'envers, une Mmh. Oumma des koufars, et puis on sort pas de ce face-à-face. Moi, ce que je leur souhaitais, c'est que plutôt leur apostasie les conduise au-delà de l'islam et de son rejet. Mmh. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. C'est-à-dire que finalement, ils ont revêtu une identité qui reste pour moi malheureusement pas la même, mais avec les coordonnées d'une agglutination comme ça, un agglutinement euh, virtuel. Mmh. Bon, Voilà. on verra, on verra, on Ça verra. explique donc ils ne savent plus qui ils sont, et vous dites aussi que les apostats sont les enfants de l'époque, notre époque dans laquelle la Oui. fonction paternelle est en crise. Et si on Mhm. comprend bien, les apostats finalement vivent cette crise de la fonction Identitaire, paternelle identitaire, identitaire. identitaire qui Mm. concerne la société globale, Absolument. de manière, donc ils la Ce vivent de sont, manière encore plus aiguë. Oui, ce sont les enfants de la modernité et moi je laisse la question ouverte. A-t-on vraiment affaire aujourd'hui à un mouvement d'affranchissement? Je l'espère et vraiment je l'espère de tout mon cœur. Et il conviendrait alors de les accueillir comme étant des enfants de la réussite de l'assimilation, voire de l'intégration républicaine. Si c'est le cas, alors il nous faut, et c'est une éthique que de les recevoir. Est-ce un effet de mode de ce qu'on voit aujourd'hui dans la modernité, c'est-à-dire que les enfants du texte sont aussi les enfants du contexte? Est-ce qu'ils ne sont pas justement de produits d'un contexte où on se met contre, contre l'assignation sexuelle, contre l'assignation religieuse, contre, etc., juste pour, comment vous dire, pour faire des convulsions comme ça identitaires sans que ça aboutisse. Je laisse la question ouverte, mais effectivement, ils ne sont que virtuellement, il n'y a pas vraiment de leadership, il n'y a pas une organisation nette. Bon, Ce je ne sont sais des pas. enfants perdus de la République, Ils mais sont qu'est-ce qu'il perdus à la faudrait mettre en République et de la place? Qu'est-ce République. que la République pourrait faire pour eux La concrètement? République peut peut-être lorsqu'ils demandent, ils vont porter des plaintes, ils vont porter plainte pour menace de mort, hein, il y en a beaucoup qui sont menacés de mort et cetera. On leur dit: «Bon allez, taisez-vous, allez pratiquer votre non-foi, laissez tranquilles les musulmans». Ils prennent pas leur sauf une fois, il y a 2 semaines, il y a eu un un gain de cause d'une apostate qui est allée jusqu'au bout et qui a eu, gain de cause et la personne a été, et qui l'a menacée de mort et qui l'a stockée quand même jusqu'à chez elle et qui a eu gain de cause. Bon, Ça veut, il a eu 6 mois avec sursis. 6 mois avec sursis, elle a eu ouais, une Ça veut petite. dire aussi que les autorités n'ont pas forcément pris la mesure de ça ou préfèrent ne pas Ils voir. ont, Donc, ça fait partie voilà, préfèrent ne pas voir, non pas. Et l'autre volet, c'est de peut-être de considérer que la sortie de l'islam est un risque majeur qui peut faire décompenser des personnes, qu'il y a des personnes vraiment à aider, quoi, qu'il y a des gens qui se forment pour cela et tout. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, ce que je dis aujourd'hui, ce que le texte dégage, c'est plutôt que là, l'article 1 de la Constitution, qui est la liberté de conscience, n'est pas garanti à tous en euh, France. on ignore l'ampleur du phénomène, mais vous dites qu'il n'est pas exclu que l'apostasie devienne un phénomène de masse. Est-ce que vous pensez qu'à partir d'un certain seuil où il y aurait cette visibilité, cette possibilité de sortir de la clandestinité, il puisse y avoir une sorte de libération de la parole plus générale? Je pense que c'est une question de. Là, je reste sur la psychanalyste que je suis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un signifiant circule, que ce n'est plus tabouisé, qu'on dit qu'il y a un livre sur l'apostasie qui est sorti, qu'on parle de ce groupe qui existe, peut-être qu'en circulant comme ça dans l'espace public, quelque chose se passera. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une demande intérieure plus grande qu'on imagine? Je pense qu'il y a une très grande demande. Je pense qu'il y a une très, très grande demande de personnes et ça je continue de le voir moi-même dans mon cabinet, des personnes qui se sentent enfermées, dans une espèce, voilà, enfermement, pas que idéologique, mais identitaire, et qui veulent s'en sortir, mais qui n'ont pas les moyens parce que c'est pour eux, c'est frappé de culpabilité, c'est frappé de loyauté, de trahison, enfin tout ce dont je parle, du regard de l'autre, tout le monde est sous le regard de l'autre, tout le monde est surveillé et tout. Et je pense que si
les langues se délient, ça pourrait devenir un phénomène de masse. Mais ça dépend comment le signifiant apostat circule et eux, ils y tiennent. Parce que je leur ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas appeler athée? Ils disent, mais on n'est pas athée d'abord, hein. Il y en a énormément que je n'ai pas interrogé, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui se sont convertis au catholicisme. Beaucoup, 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 qui ne peuvent pas supporter l'idée que le ciel soit vide. Donc, ils sont allés chercher un père au ciel. D'autres se sont convertis, très peu nombreux, mais ça existe au judaïsme. D'autres sont convertis à des spiritualités bouddhistes et autres. Mais les apostats se disent que c'est important pour eux de marquer le terme apostat parce que c'est un statut juridique qui les condamne à mort. C'est pour montrer que en France, on peut être condamné à mort aujourd'hui pour non-foi, quoi, pour une liberté de conscience. Et donc, ils y tiennent beaucoup à ce terme, hein, voilà. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction depuis la sortie du livre, justement, Sonia Zadig, en général? Oui, enfin, certains critiquent, certains apostats eux-mêmes critiquent peut-être ce passage à la lumière, hein, peut-être ce passage au public qu'ils ne supportent pas. C'est la psychanalyse à travers mon livre qui est beaucoup attaquée, mais c'est dans l'ordre des choses. Ils font partie de la modernité, donc ils continuent d'attaquer la psychanalyse. Voilà. Et du côté des autorités publiques, vous avez suscité un intérêt pour dire, bah, J'espère. pour Il y a l'instant, pas quelques, encore. pas encore, il y a quelques balbutiements qui commencent à se faire, mais ouais. Est-ce que vous êtes toujours menacée, Sonia Zadig, Toujours, par les toujours, islamistes? toujours. En tout cas, je suis menacée, on est tous menacés à partir du moment où on dit «je». On est tous menacés à partir du moment où on dit, quelque chose de différent, qui n'est pas dans la doxa. Je suis, victime d'une manière incommensurable d'antisémitisme. Vous voyez? On me dit, et première insulte, c'est juive, et c'est très intéressant de travailler là-dessus parce que à partir du moment où je pense, à partir du moment où je me différencie, je prends, Ouais. alors je le prends, hein, il y a pas de souci, Vous allez quoi, hein, finir par le mais ça devenir, peut-être. mais ah, sûrement, sûrement, mais l'autre devient, c'est le nom d'un juif, quoi, voilà, et ça, c'est intéressant, et je continue de travailler avec mes collègues, en psychanalyse, quoi. Ce signifiant-là qui est, le signifiant de l'impossible, le signifiant de la sortie totale, de la trahison absolue, et donc je deviens, juive. Pourquoi pas? Je prends. Sonia Zadig, vous aviez lancé un manifeste peu après le 7 octobre, hein, qui s'appelait Oui. L'appel aux musulmans, brisons le silence. Il y avait Boualem Sansal aussi, d'ailleurs, dans Oui, oui, les oui. gens qui On l'avait participaient à appelé cela. la tribune, Gad, l'avait appelé la tribune de la honte, hein. En effet, on était 17 quand Voilà, même, hein. Gad Ouais. Volkovitch, donc. Volkovitch, oui, j'oublie de dire les noms. Ouais. Et donc, bon, j'imagine que sur ce plan, ça n'a pas beaucoup avancé, la mobilisation. Et au contraire, le 7 octobre est devenu souvent pour un certain nombre de musulmans, en tout cas, un signe, et de non-musulmans d'ailleurs, un acte de résistance des Palestiniens. Ça a Mmh. été inversé ou Vous effacé. voyez, en fait, j'essaye de réfléchir et de penser toujours le monde si je peux, et finalement, je me dis: «Mais pourquoi tant de haine aujourd'hui? Pourquoi le 7 octobre a été remplacé très vite par le 8 octobre? Pourquoi, tel et tel pourquoi Israël est vilipendé à ce point? Pourquoi la psychanalyse?» Parce qu'on ne supporte plus l'altérité. Je crois qu'il y a une uniformisation des esprits. Je crois qu'on ne peut plus supporter la liberté, on ne peut plus supporter ce qui est autre. Et les juifs représentent quand même l'autre par excellence, Mm. et l'autre dans toute sa splendeur quand même, et donc il faut continuer de résister, et nous continuons, nous, à résister avec vous, pour, le peu de liberté qui nous reste, hein. Il en reste pas beaucoup, hein. C'est un signe quand même de mauvais état de la société aussi Je occidentale. pense, ouais, Ouais, de la civilisation. 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 Ouais. Oui. Mmh. Mmh. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous Merci à avoir vous. donné cet entretien à nouveau. Je rappelle donc le titre de votre livre, vraiment je le conseille parce qu'on découvre des choses qu'on n'imagine pas et qu'on n'a pas souvent l'occasion comme ça d'entrer dans ce Mmh. voyage intérieur, dans les consciences musulmanes et en l'occurrence de ces jeunes gens ou moins jeunes d'ailleurs qui décident de sortir de la religion. Donc ouvrage constitué de témoignages qui s'intitule Les enfants perdus de la République. Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie, publié chez Fayard avec la préface de Daniel Siboni. Merci encore, Sonia Merci à Tati, vous. et Merci. à une prochaine fois. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.